Bonjour. Alors Bonjour. dites-moi, cette censure rejetée, alors au pluriel, puisqu'il y en avait 2 motions de censure, c'est un sursis ou une victoire pour le Premier ministre? Cet échec du vote de la censure n'éteint pas, ne clôt pas la crise démocratique dans laquelle nous sommes. Au contraire, je crois même qu'il l'aggrave. Le Premier ministre obtient un sursis, mais je ne vois pas au bout du compte comment ce gouvernement, qui est le plus faible au Parlement de l'histoire de la Ve République, qui est le moins légitime de l'histoire de la Ve République, va tenir. Alors vous parlez d'une crise démocratique, mais il est sauvé par la non-censure des socialistes. Ce n'est pas un problème démocratique que des socialistes n'aient pas voté cette censure. Vous en pensez quoi, vous, pour le groupe écologiste et social et l'ensemble de la gauche? Est-ce que les socialistes ont changé de bord, ont changé de camp? Écoutez, c'est déjà arrivé sur la question du gouvernement de M. Bayrou. Les socialistes avaient d'abord refusé de censurer, puis ils s'étaient ralliés. Donc je ne doute pas que la séquence budgétaire qui s'ouvre va les convaincre qu'on ne peut pas continuer avec ce gouvernement. Nous avons considéré qu'on ne pouvait pas avaliser le coup de force d'Emmanuel Macron, qu'on ne pouvait pas tolérer qu'un président de la République, à ce point replié sur lui-même et sur son dernier carré de fidèles, impose sa volonté au Parlement et au pays. Et nous avons vu aussi ce qu'est la copie budgétaire qui est proposée. Et compte tenu des délais très courts dans lesquels nous allons en débattre, c'est cette copie qui va être la majeure partie du budget. Or, c'est le budget que nous avons rejeté avec M. Bayrou. Alors, on va en parler de ce budget, mais l'un des points qui a poussé les socialistes à ne pas censurer, c'est que le Premier ministre a parlé de cette suspension de la réforme des retraites. Alors, vous diriez quoi? Parce qu'on va débattre un petit peu du véhicule législatif, ce sera un peu technique, mais c'est intéressant. Pour vous, c'est un piège qui a été tendu aux socialistes, parce qu'ils vont être obligés, sans doute, de voter un amendement, tout en votant tout ce qui va avec, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui n'est pas, j'imagine, un budget de gauche. Ce qui est certain, c'est que ce retardement de la réforme des retraites ne peut pas effacer tout le reste. Les injustices sociales, les injustices fiscales qui demeurent, la cure d'austérité qui va être imposée à nos collectivités locales, au secteur de l'économie sociale et solidaire, à la jeunesse, au sport, à tous les domaines qui font notre vie en société. Et puis en matière de sécurité sociale, à l'hôpital public, à notre santé, à notre protection, à nos protections du quotidien. Donc on ne peut pas avaliser, tolérer ce budget de la sécurité sociale. Je pense que les socialistes en feront eux aussi le constat. Pour ce qui est de la réforme des retraites, on est sur un retardement. On n'est pas sur une abrogation comme nous la demandions. Et donc cette réforme des retraites continuera à s'appliquer en 2027 et elle ne touchera, comme elle n'est pas rétroactive, que quelques dizaines de milliers de personnes. C'est mieux que rien, mais c'est presque rien. On verra si elle s'applique. En fait, l'idée, c'est de suspendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'âge légal, c'est 62 ans et 9 mois, jusqu'au 1er janvier 2028. Entre-temps, paraît-il, il y a une échéance qui est l'élection présidentielle. Vous craignez qu'en fonction de celui ou celle qui gagnera l'élection, cette réforme reparte d'où elle est arrêtée aujourd'hui? Aujourd'hui, elle crée de l'incertitude pour nos concitoyennes et nos concitoyens parce qu'on ne sait pas ce qu'il va advenir de cette réforme. Le pays s'est mobilisé, on ne parle pas d'un petit sujet, le pays s'est mobilisé massivement contre la réforme des retraites. Regardez toutes les enquêtes d'opinion, il suffit d'être dans nos permanences sur les marchés auprès des habitantes et des habitants de nos circonscriptions pour constater qu'elle est encore rejetée. Et cette réforme n'a aucune espèce de légitimité démocratique à la base. Et donc, quand nous réclamons son abrogation, c'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est parce qu'on considère que ce serait une justice, une réparation de la violence démocratique qui a été infligée au pays et au mouvement social. On dit souvent pour les entreprises qu'il faut créer de la stabilité, qu'il faut créer de la visibilité. Or aujourd'hui, pour nos compatriotes qui font les calculs, qui se disent mais après 2027 peut-être serais-je impacté, vous allez avoir des mois et des années d'angoisse jusqu'à l'élection présidentielle. Ça, je ne peux pas le tolérer. Donc la victoire du jour des socialistes est pour vous une défaite qui s'ignore à l'occasion des débats? Oui, je crois qu'à la fin, on va aller vers un affrontement au moment du budget qui rendra à nouveau irréconciliables les points de vue au sein de l'Assemblée nationale. Alors, il faut préciser, donc ce sera, et le Premier ministre l'a dit, un amendement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qu'a priori les socialistes voteront, alors pas Horizon, pas Renaissance, sans doute pas une partie des Républicains, mais si les socialistes le votent, ils seraient obligés de voter l'ensemble de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale? Écoutez, ça les regarde, posez-leur la question. Je ne suis pas porte-parole par exemple, du Parti socialiste, mais moi, si vous votez la suspension, qu'est-ce que vous ferez? Moi, je ne voterai pas le budget de la sécurité sociale parce que voter le budget, c'est appartenir à la majorité. Je ne peux pas appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron, entendons-nous bien. J'ai été élu pour rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a la question des retraites, mais il y a le cœur de cette politique qui est la politique de l'offre, c'est-à-dire les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, aux ultra-riches, la baisse de nos protections sociales, la baisse des protections du quotidien pour les Françaises et les Français, l'affaiblissement de leurs services publics. Je ne vois pas comment je pourrais voter un paquet budgétaire qui continue la politique de M. Bayrou, de M. Barnier, de Mme Borne, de M. Philippe, de M. Attal, bref, de tout ce que les macronistes font depuis 2017. Il y aurait là un reniement de mes convictions. Je ne peux pas aller devant les électrices et les électeurs de ma circonscription demain et dire que j'ai bazardé tous mes engagements. Alors, place au débat. À partir de lundi, je crois que c'est en commission des finances, et vendredi, je crois, en séance plénière. L'absence de 49 alinéa 3, donc a confirmé le Premier ministre. Pour vous, vous le voyez comment ce débat? Est-ce qu'il y a des délais à respecter? Est-ce que ça va pouvoir être respecté? Est-ce qu'au bout du compte, l'absence de 49.3 ne va pas permettre au gouvernement
de faire autrement pour faire passer ce budget? Je le crains, compte tenu des délais constitutionnels qui nous sont impartis, le débat va être très court. Et donc, plus le débat est court, plus c'est la copie initiale qui a de chances d'être quasiment intégralement reconduite à la fin du débat, parce qu'on pourra déposer peu d'amendements, qu'on aura peu de temps pour débattre, pour aller au vote, et qu'il faudra finir tout ça dans des délais. La fin de l'année, elle ne peut pas être reportée, elle ne peut pas être décalée. Et donc, quand même de l'absence de 49.3. Sans faire de complotisme excessif, j'y vois quand même dans la volonté d'avoir joué la montre avec M. Bayrou puis avec M. Lecornu, une volonté de retarder au maximum. Et donc finalement, le renoncement au 49.3 ne leur coûte pas cher compte tenu de ces délais, compte tenu de tous les instruments qu'ils ont à leur disposition pour contraindre le Parlement, notamment à travers la commission mixte paritaire où le Sénat est surreprésenté. Alors, il faut faire un tout petit peu de pédagogie. Il y a 40 jours là, pour l'Assemblée nationale. Oui. S'il n'y a pas de vote, que ce soit pour les recettes ou les dépenses, ça va directement au Sénat avec le texte initial. Et ensuite, ça doit revenir à l'Assemblée nationale. Et il y a des délais pour le Conseil constitutionnel avant la promulgation. Donc vous pensez qu'on ne respectera pas les débats parce qu'il n'y a pas de 49.3 ou tout simplement parce que c'est impossible de trouver des compromis? Ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible de se mettre d'accord avec des gens qui mènent depuis une décennie maintenant une politique de cadeaux aux ultra-riches, d'aggravation de la pauvreté et des inégalités. On trouve toujours, nous avons voté des amendements dans le précédent exercice budgétaire du MoDem sur la taxation des superdividendes. L'Assemblée nationale, ça fait 2 siècles qu'elle sait faire des compromis. Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la vision budgétaire que nous avons du pays, c'est pas rien. C'est-à-dire sur l'orientation politique, sociale, économique du pays, là nous sommes en désaccord radical, mais sinon on n'aurait pas l'Assemblée aussi fragmentée que nous l'avons, et sinon M. Macron aurait eu une majorité absolue en 2022. Alors, que faire malgré tout des déficits, que ce soit sur le projet de loi de finances ou sur celui de la sécurité sociale? On fait quoi? Vos propositions, est-ce que dans le budget actuel proposé par M. Lecornu, très proche de celui de M. Bayrou, avec une trajectoire quasi identique, un petit peu moins, voire même en pire sur certaines dispositions. Vous me le direz, mais on fait quoi pour réduire ces déficits? Parce que je crois que tout le monde semble d'accord pour dire qu'il faut lutter contre ces déficits. La différence, c'est comment? Surtout, on ne baisse pas la dépense publique qui permet d'investir pour l'avenir, pour la transition écologique, pour protéger les Françaises et les Français au quotidien. Sinon, on crée de la récession. Sinon, on crée de la désespérance et donc on crée des difficultés, de la misère de façon encore plus considérable. Il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les ultra-riches. Le patrimoine des ultra-riches sous Emmanuel Macron a explosé. Il n'a jamais été aussi élevé. Que propose M. Les revenus, non, mais M. Lecornu, il propose encore moins que ce que proposait M. Bayrou. C'est du vent, c'est de l'enfumage, c'est des comptes pour endormir les enfants. Donc on va chercher. On a proposé la taxe Zuckman, qui serait un minimum en réalité. Il faut rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Il faut aller aujourd'hui chercher dans les poches de celles et ceux qui, avec Emmanuel Macron, se sont enrichis, ne serait-ce que pour revenir à la normale. Vous voyez, ça n'arrivera on propose pas là. En plus, on n'est même pas sur des propositions révolutionnaires. Là, on propose des choses qui pourraient faire compromis, c'est-à-dire oui. revenir à avant 2017, puisqu'il y a un problème de déficit public aujourd'hui, puisque M. Macron a creusé la dette, puisque M. Macron a appauvri l'État. Eh bien, il faut détricoter le bilan d'Emmanuel Macron en matière de cadeaux aux ultra-riches et aux grandes entreprises. Détricoter son bilan avec ou sans Emmanuel Macron? Vous êtes favorable, vous, maintenant, à non pas une destitution, mais à la démission d'Emmanuel Macron? Il est évident que M. Macron est au cœur du blocage. Moi, dans le fait de voter la censure, il y avait surtout cette idée de ne pas avaliser le coup de force antidémocratique de M. Macron, qui, depuis 2024, refuse d'entendre le message électoral des Français. Ce n'est pas simplement une affaire de sondage. Les Français ont, à plusieurs reprises dans les urnes, exprimé leur volonté de rompre avec M. Macron. Il est le blocage, il est la paralysie. Pas lui seul, il est aussi le produit d'un système présidentialiste qui accapare les pouvoirs à l'Élysée. Il n'a pas voulu l'entendre à l'occasion des européennes, il n'a pas voulu l'entendre à l'occasion des législatives, il n'a pas voulu l'entendre à l'occasion de 3 chutes de gouvernement par la censure ou par le vote de défiance qui a été infligé, que ce soit M. Barnier, M. Bayrou ou quand le socle commun, ce qu'on appelle le socle commun, a explosé avec M. Lecornu. S'il doit l'entendre par une nouvelle motion de destitution, moi je suis prêt à la signer. En quelques mots, si le budget n'était pas voté, dans les conditions du compromis que veut M. Lecornu, qu'est-ce qui peut se passer après? Une dissolution ou le départ du président de la République? Le plus simple serait que le président de la République appelle la gauche à gouverner, qu'il respecte le résultat des urnes. Mais ce n'est pas la pente qu'il semble vouloir emprunter. Moi, je suis un éternel optimiste. Et vous savez, j'ai la force de la volonté. Sinon, on ne serait pas dans cette situation-là au combat tous les jours. Ce que je sais, en revanche, c'est que si le président de la République dissout, et là je le dis à mes amis socialistes, je mets en parallèle une forme de tolérance à l'égard de la continuation de la politique de M. Macron. Je ne dis pas qu'ils en sont complices, je ne dis pas qu'ils ont trahi. Je dis simplement que la non-censure revient à tolérer le coup de force d'Emmanuel Macron. Si vous mettez ça en parallèle aux déclarations visant à ancrer une division de la gauche aux élections législatives, alors nous allons vers une victoire de l'extrême droite. Donc si dissolution il y a, puisque c'est ça je crois qu'il y a au bout de votre question, il faut que la gauche et les écologistes, comme nous l'avons fait avec le nouveau Front Populaire, soient unis. Sinon nous offrirons le pouvoir à M. Bardella et nous offrirons une assurance vie à la Macronie. Dernière question, réponse rapide. Ça change votre rapport aux socialistes dans l'union de la gauche? Ce qui est certain, c'est que nous avons là un désaccord qui est important. Ce n'est pas une petite question, la censure d'un gouvernement. Ce n'est pas une petite question, le rapport à la démocratie parlementaire. Mais je ne doute pas que nous arriverons au même résultat comme avec M. Bayrou, c'est-à-dire que les socialistes finiront par nous aider à faire tomber ce gouvernement et qu'ensemble, nous pourrons porter un projet d'alternative. Mais effectivement, nous avons un sujet de désaccord, il n'est pas mineur, mais j'espère que nous pourrons le surmonter comme nous l'avons fait au moment de la deuxième censure de M. Bayrou.
Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Merci à vous. Lundi. Et bon débat budgétaire. Merci.